Conférence de la journée. Bienvenue à cette séance qu'on intitule S'y retrouver dans le système de soins de santé, des conseils pratiques pour votre parcours, dans le cadre du symposium d'automne de cancer de l'ovaire Canada. Alors, vous m'avez vu beaucoup aujourd'hui. Donc, mon nom est Rima Kamal. Je suis la responsable régionale pour le Québec et je serai votre modératrice pour cette dernière session de la journée. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anne-Marie Knight, infirmière pivot en oncologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Pendant cette séance, elle vous fournira des conseils pratiques pour mieux naviguer le système de santé, de santé très complexe qu'on a ici au Québec. Œuvrant au sein du programme d'oncologie depuis 2016, Anne-Marie a acquis une précieuse expérience dans diverses branches de l'oncologie, comme la clinique externe, la clinique de transfusion et le département d'hématologie et de greffe de cellules souches. Depuis 2019, elle travaille à titre d'infirmière pivot pour la clientèle de gynéco-oncologie. La clientèle atteinte du cancer des ovaires en est une qu'elle affectionne particulièrement dans sa pratique journalière. Il y aura une période de questions et réponses à la fin. Alors, je vous invite à taper vos questions soit dans le chat ou dans la boîte, c'est ça, dans la boîte de discussion. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Anne-Marie. C'est à toi. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je vais juste vous partager mon écran. Donc, si jamais il y a un problème, peut-être me faire signe. Et voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, on voit ton écran. Parfait. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Dans le fond, je vais essayer de vous donner quelques trucs et conseils pour vraiment naviguer dans le système de la santé. Je suis consciente là, que la réalité peut être différente d'un centre à l'autre, mais j'espère que je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces pour vraiment vous retrouver dans la machine qui est un peu complexe malheureusement. Donc, aujourd'hui, les objectifs de ma présentation, c'est vraiment de vous donner une idée globale des intervenants du réseau de la santé. Dans le fond, ça va être qui mes alliés dans mon parcours oncologique. Connaître aussi le rôle de l'infirmière pivot en gynéco-oncologie. Reconnaître les facteurs qui pourraient nuire à ma quête d'information. On n'est pas toujours apte et on n'est pas toujours réceptive à aller chercher de l'information en santé. Comment communiquer de manière efficace? Ça peut paraître simple, mais je vous jure que c'est vraiment un enjeu important dans ma pratique. Et connaître les outils qui sont à ma disposition. Gardez en tête qu'on a toujours un coffre à outils. C'est important de bien le remplir avec les bons outils pour nous aider à vraiment naviguer dans le système de la santé. Donc, le cancer des ovaires, ça implique quoi? Je ne vais pas vous apprendre grand-chose aujourd'hui quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'examens. J'en ai donné quelques exemples dans la présentation. Ensuite, ça implique aussi beaucoup de modalités de traitement. Je les regarderai pas tous avec vous, mais par contre, je veux juste préciser que j'en ai mis quelques-uns, mais c'est sûr que tout dépend de votre type de cancer des ovaires, de votre stade, puis de l'étendue de la maladie. Mais c'est juste pour vous donner un peu un exemple de l'impact du nombre de traitements qu'il peut y avoir. Comme si ce n'était pas assez complexe, des fois, les soins de santé peuvent être dans 2 centres, même 3 établissements de santé différents. L'exemple que je marque dans ma présentation, ça peut paraître extrême, mais je l'ai déjà vu malheureusement. Donc, des fois, on peut non seulement composer avec une machine complexe, mais avec plusieurs machines complexes. Donc, c'est pas facile de s'y retrouver, surtout quand on est une patiente ou un proche aidant dans l'engrenage du système de santé. Premièrement, il faut souligner qu'en oncologie, le principe clé, c'est vraiment une approche interdisciplinaire. On ne travaille pas en silo, on se base sur l'expertise de tous et chacun pour vraiment avoir la patiente et les proches au centre de nos soins. C'est pas tout le monde qui est en même temps, ça dépend aussi de la complexité de la situation, mais ça implique que même au niveau aussi des professionnels, on doit pouvoir naviguer dans le système de santé et d'essayer d'avoir vraiment une pratique cohérente.
je ne montrerai pas tous les spécialistes qui sont dans le tableau. C'est juste vraiment pour vous donner un exemple de ce qu'il peut y avoir comme allié dans le système de la santé. C'est sûr que ça varie un peu d'un centre à l'autre, tout dépendant on est où. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en cancer des ovaires, il n'y a jamais juste une personne qui est impliquée dans votre parcours de soins. C'est sûr que ce n'est pas toutes ces personnes-là en même temps, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui sont impliquées, mais c'était juste pour vous montrer un exemple que des alliés, il y en a. La première personne qui peut vous aider, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, mais l'infirmière pivot en oncologie, c'est vraiment une personne ressource que ça a été créé dans les années 2000 pour venir répondre justement à la complexité des soins en oncologie. Je suis communément appelée l'IPO, la pivot, garde pivot, docteur pivot, ma pilote. Je les ai toutes entendues. Dans le fond, c'est que je suis vraiment une personne ressource en gynéco-oncologie. Parce que veut pas, on est accessible. C'est sûr qu'idéalement, on est impliqué vraiment du diagnostic et tout au long du continuum de soins. Mais on n'est pas toujours l'acteur principal. C'est vraiment une notion d'expertise transversale. Fait que c'est vraiment aussi le principe d'interdisciplinarité. Il faut voir une infirmière pivot comme vraiment, moi je donne toujours un peu, je suis l'exemple du cou qui fait tourner la tête. On est vraiment un ancrage, une racine, on offre une stabilité pour nos patientes. Notre but premier, c'est vraiment une perspective de renforcement des capacités personnelles, l'empowerment. Je vais en parler beaucoup dans ma présentation, mais on mise vraiment notre pratique là-dessus. On est là pour vous aider, mais le pouvoir décisionnel puis revient vraiment à la patiente. Donc, le but, c'est d'aller le stimuler puis lui redonner confiance dans le pouvoir qu'elle possède déjà. Ça lui permet de s'impliquer, dans le fond, plus dans ses traitements, puis plus dans les décisions mais par rapport à ses soins. Dans le fond, ça dépend des endroits. Ça peut être séparé en siège tumoral ou vraiment une infirmière pivot pour avoir plusieurs médecins avec elle. C'est vraiment une question de ressources puis des besoins du milieu, malheureusement. Donc, les graphiques ici, j'attarderai pas beaucoup de temps là-dessus. C'était juste pour vous donner une idée que la proportion des patientes qui s'étaient fait assigner une infirmière pivot en oncologie en 2013. J'ai été la première surprise là, de voir que les grands centres n'ont pas nécessairement les meilleures statistiques. Probablement que c'est juste une question de population qui est trop grande versus les ressources qui sont disponibles. Ensuite, c'est vraiment juste aussi pour vous montrer qu'au niveau des femmes, s'il y a une proportion plus grande qui sont attitrées à une infirmière pivot. Et ensuite, si on regarde pour les cancers féminins, c'est quand même 61% des patientes là, qui ont une infirmière pivot. Moi, je vais attirer votre attention ici aussi vers la fin du graphique. Plus la situation se complexifie en termes de soins et en termes de traitement, plus il y a de chances que vous ayez une infirmière pivot. Donc, c'est quoi nos rôles comme infirmière pivot? On a quand même 4 grands rôles qui ont été déterminés par la Direction québécoise pour le cancer. Premièrement, il faut évaluer les besoins physiques et psychosociaux de la patiente, de sa famille et de ses proches. On fait une collecte de données, dans le fond, pour s'assurer qu'on répond vraiment aux besoins de la patiente. Ça va me permettre de référer vers les bonnes personnes. Encore une fois, le coup qui fait tourner la tête. Ça me permet aussi de donner des soins personnalisés, vraiment, de prévenir les complications et les embûches dans le parcours si on les voit venir d'avance. Par exemple, si je sais que j'ai quelqu'un qui va avoir des enjeux financiers, ben, dès le début, je peux impliquer une travailleuse sociale. Donc, toujours en fait de référer vers les bonnes ressources. On est vraiment une partie de l'équipe interdisciplinaire. Fait qu'en faisant cette collecte de données, cette évaluation-là, ça me permet de lever vraiment là, un petit drapeau auprès des membres de l'équipe puis d'en partager mon évaluation. C'est sûr qu'il faut que je m'assure de faire un suivi aussi de tout ça. Ensuite, une infirmière pivot, ça a un devoir d'informer, de faire de l'enseignement.
Je dois donner des informations sur divers sujets comme la maladie, les traitements, mais surtout pour des auto-soins. Des auto-soins, c'est vraiment des soins que vous pouvez faire de manière autonome à la maison. Encore une fois, dans l'optique de vous donner le plus d'outils dans votre coffre à outils. Encore une fois, notion d'empowerment. Si vous avez beaucoup de trucs, vous avez beaucoup de conseils, vous reprenez le contrôle dans vos soins, puis ça vous donne plus d'autonomie. On est là pour vous aider à naviguer, on vous donne des ressources, mais c'est sûr que ça vous implique aussi dans la démarche pour trouver de l'information. On ne fait pas tout à votre place, mais on vous implique vraiment beaucoup. C'est aussi ça une notion de partenariat. Ce n'est pas nécessairement prendre par la main tout le temps, mais vraiment de travailler ensemble. Ensuite, c'est vraiment un rôle de soutien et d'accompagnement pour la patiente et pour ses proches. Je pense que ce n'est pas une surprise si je dis que d'avoir un cancer des ovaires ou de soutenir une personne qui a un cancer des ovaires, ce n'est pas facile. C'est un long parcours, il y a parfois plusieurs embûches, mais on est là pour vous offrir du soutien tout au long du continuum de soins. Soutenir aussi, ça peut vouloir dire aussi au niveau de la prise de décision, en étant présente, en aider au dialogue et aux échanges. Comme ça, vous vous sentez plus soutenu là, dans le processus décisionnel. Ça permet aussi de soulager la détresse. Puis quand on voit cette détresse-là, on est quand même des fois aux premières loges, donc c'est important de vous orienter vers les bonnes ressources. Parce que toujours garder en tête qu'on fait partie de l'équipe interdisciplinaire, donc des fois, de vous référer aux bonnes personnes, on vous aide de manière plus efficace. Ensuite, le quatrième rôle, c'est vraiment un rôle de coordination. J'en ai parlé au début de la présentation, beaucoup d'examens, beaucoup de personnes, beaucoup de centres, beaucoup de traitements. Fait que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui ait une vue d'ensemble sur tout votre parcours de soins. Puis pour s'assurer aussi qu'il y a une continuité de soins puis une certaine cohérence entre tous les acteurs puis les informations qui sont nécessaires pour que le suivi soit fait. Donc, c'est fréquent que je parle avec d'autres personnes du milieu de la santé, là, comme les autres infirmières pivots, le CLSC. C'est mon rôle de promouvoir cette interdisciplinarité-là, puis justement d'utiliser l'expertise de tous et chacun. Donc, vraiment, oui, j'ai quatre grands rôles sur papier, mais vraiment, là, il y a des principes clés qui en découlent. Premièrement, le partenariat, c'est vraiment une notion de on travaille ensemble, là, un peu, pas nécessairement se prendre par la main, mais vraiment, on travaille ensemble. Ensuite, empowerment. Le pouvoir est à l'intérieur de mes patientes et de leurs proches, il faut juste aller le stimuler. Les auto-soins, c'est sûr que c'est moi, plus vous avez d'auto-soins, plus vous allez vous sentir à l'aise à la maison aussi, là, mettons, pour gérer de la nausée, gérer de la fatigue. Et encore une fois, outiller. C'est sûr que là, je donne encore l'analogie du fameux coffre à outils, mais si mon coffre a quand même beaucoup d'outils, au moins, le monde va se sentir beaucoup plus en confiance et ils vont avoir les ressources à leur disposition. Donc, allez naviguer dans le système de la santé, que vous ayez une infirmière pivot ou non, il y a quand même des facteurs qui peuvent nuire à ceci. C'est sûr que l'état physique, l'état psychologique de la patiente ou de sa famille peut jouer un grand rôle là-dedans. Avoir un cancer des ovaires, qu'on soit en investigation, en traitement, une annonce de récidive, ça vient avec des défis émotifs qui sont importants. Malheureusement, le système de la santé, parfois, en tient peu compte. Puis tout le monde va vivre ça de manière différente. Très important de garder ça en tête. Je donne souvent l'analogie là, des pommes rouges. Moi, je dis à mes patientes, vous êtes toutes des pommes rouges. Vous avez toutes des cancers des ovaires, mais je n'ai jamais vu une pomme rouge pareille. Vous êtes toutes uniques, donc ça, c'est important de ne pas le perdre de vue. Donc, c'est sûr que les besoins d'information puis les besoins émotionnels d'une patiente ne seront pas les mêmes pour tout le monde. C'est sûr qu'il y a plusieurs symptômes qui peuvent venir nuire à la quête d'information. Par exemple, si vous êtes en douleur, c'est sûr que de vouloir appeler pour prévoir vos rendez-vous ou relancer un examen, ça se peut que ça soit une tâche ardue.
C'est pour ça qu'il y a certaines habitudes facilitantes qui peuvent venir vous aider. Bon, c'est sûr que si vous êtes en douleur, je vous dirais de boire 2 litres d'eau par jour, ça ne va pas régler 100%, là. Mais c'est sûr que les habitudes facilitantes-là peuvent venir vraiment atténuer les symptômes puis vous rendre peut-être plus réceptive à aller chercher de l'information dans votre dossier, dans votre parcours oncologique. Premièrement, le sommeil. Pas juste du support pharmacologique, hein. Des fois, une bonne routine de sommeil, c'est quand même important pour s'assurer qu'on ait un sommeil qui est récupérateur. Au niveau de l'exercice physique, c'est sûr qu'on ne vous demande pas de courir un marathon, on reste quand même réaliste. Des fois, là, moi, je dis à mes patientes, faites juste sortir 5-10 minutes à l'extérieur, juste aller prendre de l'air 2-3 fois par jour, ça va vous donner un bien-être physique et psychologique. Juste sortir, s'oxygéner un petit peu. Au niveau de l'alimentation, malheureusement, il n'y a pas d'aliments miracle, il n'y a pas de produits naturels miracles, il n'y a pas d'huile essentielle miracle. Le corps, c'est comme une belle voiture, il faut que je lui donne de l'essence pour qu'elle avance. C'est sûr qu'une alimentation qui est saine, surtout avec des protéines pour vous donner de l'énergie, on peut penser aussi à ajouter des suppléments comme des boosts ou des ensures pour vraiment là, donner de l'essence à notre voiture pour vraiment aller contraindre peut-être des symptômes comme la fatigue. Une bonne hygiène de vie, je pense que je ne vous apprends rien aujourd'hui si je vous dis de limiter l'alcool, l'abandon du tabac, a quand même des bénéfices, surtout des bénéfices à long terme pour prévenir là, certaines complications de santé ou d'autres formes de cancer. Des activités relaxantes, prenez du temps de faire ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien. Si c'est d'aller marcher en forêt, faire du yoga, faire de la méditation, ben, prenez du temps pour vous. Il n'y a pas un plan de match précis là, pour toutes les patientes. Il faut vraiment s'écouter, y aller à son rythme, puis reprendre un peu le contrôle déjà un peu de la situation puis de ses soins. Important aussi qu'il ne faut pas hésiter de demander de l'aide là aussi selon ses besoins. Ça se peut là, qu'on ait besoin de d'autres professionnels. Un autre astuce que vous pourriez faire pour aller vous aider à naviguer dans le système de la santé, c'est d'impliquer de la famille ou un proche aidant. En oncologie, oui, on est centré sur la patiente, mais vraiment aussi sur ses proches. C'est vraiment une approche systémique familiale. La famille, c'est comme un mobile. Fait que oui, j'ai ma personne qui est atteinte de cancer, mais quand il y a un événement, tout le mobile est en déséquilibre et tout le monde sont perturbés. Donc, il faut vraiment la prendre en considération aussi. C'est sûr que d'impliquer vos proches, bien, ça vous apporte du soutien. Des fois aussi, moi, dans ma pratique, la famille, là, elle est indispensable. C'est mes yeux sur le terrain. Des fois, ils peuvent vous apporter une autre perspective là, que vous n'avez même pas vue vous-même. Et puis, ils peuvent remarquer certaines choses des fois, là, parce que des fois, on a peut-être le nez un peu trop collé sur le mur et sur la situation. Fait qu'un regard extérieur, des fois, peut aider. C'est sûr que si on sait qu'on n'est pas dans un état pour aller naviguer dans le système de la santé, bien, un proche aidant, c'est un atout précieux. Vous pouvez désigner une personne qui va vous aider à relancer vos examens, qui va venir à vos rendez-vous, qui va prendre des notes, puis qui va être là pour vous soutenir. Si j'ai des proches aidants présentement avec moi à la présentation, je fais une petite aparté pour vous. Être aidant ou un proche aidant, ça ne veut pas dire tout faire, mais ça veut dire aider de manière efficace, puis vraiment centré sur les besoins prioritaires parce qu'il faut faire attention à l'épuisement aussi. Un autre astuce pour naviguer dans le système de santé, c'est comment je communique. Il faut communiquer de manière efficace. Ça paraît évident quand je le dis comme ça, mais vous seriez surprise là, des enjeux de communication là, que je peux avoir dans ma pratique. Premièrement, les boîtes vocales. Oui, il y a des boîtes vocales. C'est rare de parler à un humain dans le système de la santé, malheureusement. Fait qu'un coup que je sais qu'ils sont omniprésentes, les boîtes vocales, ben, il faut que je m'y prépare en conséquence. Moi, ce que je suggère souvent, c'est de faire un checklist avant de laisser mon message. Ça permet de faire en sorte que mon message va être concis,
clair, droit au but. Parce que c'est facile de s'y perdre dans les informations qu'on veut transmettre. Si je fais une liste avant de faire mon appel, mais je m'assure que toutes les informations prioritaires vont être dans mon message et aussi transmis de la bonne manière. Ça va permettre que votre appel va être retourné probablement plus rapidement. C'est sûr, toujours selon l'ordre des priorités, mais ça permet d'améliorer peut-être une certaine rapidité pour vraiment aller capter votre interlocuteur à l'autre bout de la ligne. Donc, la base, mais vraiment la base, c'est de vraiment bien s'identifier quand vous laissez un message. Ça vient nous faciliter la tâche pour vous trouver dans le système, puis je peux vous retrouver plus rapidement. Malheureusement, des messages de « Oui, bonjour, c'est Madame Tremblay », on en a beaucoup, là, des Madame Tremblay. Fait que des fois, là, il faut que ça soit concis et clair. Votre nom, votre numéro de dossier, votre date de naissance, mais le plus important, surtout un numéro de téléphone qu'on peut vous rejoindre. Parce que des fois, ce qu'on a dans votre dossier, puis vous avez peut-être changé de numéro, puis on n'a pas les bonnes informations. Important aussi de ne pas parler trop vite parce qu'on veut s'assurer de notre côté, de tout bien noter les informations. Ensuite, il faut mentionner la raison de son appel. Si j'ai déjà fait ma checklist au préalable, bien, je sais déjà c'est quoi le but prioritaire de mon appel. C'est sûr que si je fais un long message avec plein de choses, puis dans le fond, le but principal est rendu à la fin du message, bien, c'est possible qu'il n'y aurait peut-être pas un retour d'appel approprié. Il faut vraiment aller droit au but. Il faut que ça soit aussi pas plus que 20-30 secondes là, pour vraiment capter l'attention de l'interlocuteur. Ensuite, comment je conclue un message est aussi très important. Il faut être quand même spécifique, mais réaliste dans les attentes pour le retour d'appel. Moi, souvent, mes patients me disent « J'aimerais ça un retour d'appel rapidement parce que c'est quand même urgent. » Ou des fois, ils me disent « C'est pas prioritaire, vous pouvez me rappeler d'ici la fin de la semaine. » C'est sûr que moi, je conseille aussi de mentionner aussi, redire votre nom, votre numéro de téléphone. C'est sûr que ce n'est pas nécessaire de refaire là, le résumé de la situation aussi dans la conclusion de votre message. Communiquer efficacement, là, ça a quand même des bienfaits. Il faut que vous compreniez qu'on a quand même beaucoup d'appels. On est tout dépendant des départements, il y en a qui sont saturés d'appels. Si je communique de manière efficace, bien, je m'assure au moins que mon message est bien rendu, puis surtout que je pourrais peut-être avoir une meilleure rapidité de retour d'appel. Puis ça oriente aussi mieux nos interventions là, pour nos relances. C'est sûr que c'est toujours retourné selon l'ordre de priorité. Puis un petit truc aussi, là, je ne l'ai pas noté dans mon PowerPoint, mais les centres hospitaliers, quand vous appelez, vous pouvez souvent faire le 0 et ça vous transfère une téléphoniste. Puis après ça, vous pouvez un peu lui expliquer vers où vous voulez être orienté, puis elle peut des fois vous orienter vers la bonne boîte vocale. Il y a aussi, on a vu le comment communiquer, mais il y a aussi le quand communiquer, puis rentrer en contact avec son infirmière pivot ou son équipe de soins. C'est sûr que vous n'êtes pas tous au même endroit dans votre parcours oncologique, mais c'est sûr que si vous avez des nouveaux symptômes, c'est important de le mentionner. Oui, peut-être que votre rendez-vous est prévu dans 3 mois seulement, dans 6 mois, mais des fois, juste de laisser un message pour nous signaler un nouveau symptôme, là, c'est important qu'on le sache. C'est sûr que si votre état de santé vous préoccupe aussi, on doit le savoir. S'il y a des nouveaux effets secondaires ou d'autres ennuis. Puis surtout, si vous avez besoin de soutien, là, on a besoin de le savoir également. C'est important de nous le mentionner. J'ai fait juste une petite aparté pour les examens radiologiques, des choses comme ça. C'est sûr que c'est toujours mieux de vous référer directement au centre de radiologie s'il y a des retards, malheureusement, dans vos examens. Il faut toujours commencer par là. Je veux aussi vous dire que si jamais votre état demande une prise en charge médicale immédiate, de grâce, attendez pas un retour d'appel, vous allez à l'urgence ou vous communiquez avec le 911. Ensuite, les fameux rendez-vous médicaux, il faut s'y préparer. Ça, c'est une autre chose qui pourrait vous aider. Même si c'est un rendez-vous téléphonique, il faut être préparé.
Un téléphonique, c'est encore pire, là. Ils n'appellent jamais à l'heure prévue, fait qu'on est toujours tous déstabilisés. Fait que, premièrement, il faut prévoir assez de temps avant et après le rendez-vous. C'est sûr que si j'ai mon transport qui m'attend, j'ai un rendez-vous chez le dentiste, je vais me sentir plus précipitée dans le temps, puis ça fait en sorte qu'on peut se devenir plus déstabilisé. Il faut prévoir à l'avance nos questions qu'on veut poser à notre médecin, puis pas juste 5 minutes à l'avance. Vraiment, là, entre vos rendez-vous, prenez le temps de noter vos questions, noter vos symptômes aussi qui peuvent apparaître entre vos rendez-vous, d'écrire aussi ce qui va bien pour ça permet de nous guider. C'est important de noter entre les rendez-vous, puis pas juste parce que des fois, on va oublier ce qui s'est passé. Et si on note au fur et à mesure, bien, comme ça, nous autres, ça nous donne peut-être une meilleure image là, des dernières semaines. Aussi, quel genre de rendez-vous je vais avoir, ça implique aussi une certaine préparation mentale. Si je sais que j'y vais pour un suivi de chimiothérapie, versus si j'y vais pour une annonce d'examen, la préparation mentale, l'état d'esprit n'est pas le même. Ensuite, on ne se le cachera pas, malheureusement, il y a du temps d'attente, peu importe que ce soit un rendez-vous téléphonique, mais en présence. Les médecins, ce n'est pas par mauvaise volonté, ils veulent vous donner le temps que vous méritez, ils veulent aussi donner le temps à la personne qui était probablement avant vous. Fait que des retards, il y en a, c'est malheureusement hors de notre contrôle. Par contre, si je sais que je vais attendre dans la salle d'attente, bien, je peux m'apporter ma trousse de survie pour la salle d'attente. Apportez-vous des collations, apportez-vous de l'eau, apportez-vous de la lecture et un téléphone chargé. Là, des fois, ça va passer le temps plus rapidement. Accordez aussi de l'attention à vos rendez-vous. C'est sûr qu'un rendez-vous téléphonique, si vous avez vos enfants en arrière, la télé, la radio, vous allez être beaucoup moins concentré sur votre rendez-vous. C'est sûr qu'on vous demande de faire votre possible, mais ça ne devient pas évident pour avoir votre rendez-vous. Ensuite, c'est vraiment important que vous compreniez bien le plan de soins parce que c'est vraiment pour vous. C'est votre plan de match. C'est possible de revenir dessus après ça avec l'équipe de soins, mais il faut vraiment poser vos questions directement au médecin quand vous êtes là. Vous pouvez apporter une deuxième paire d'oreilles, un proche aidant, une famille. C'est toujours, par exemple, de voir avec votre centre hospitalier c'est quoi les directives. Mais même par téléphone, on peut faire des appels conférences. Plus il y a de personnes, plus il y a de paires d'oreilles, plus on va retenir l'information, puis parfois peut-être pas les mêmes informations. Donc, ça fait en sorte qu'on va peut-être s'assurer d'avoir tous bien compris le message. Au besoin, on peut aussi avoir recours à des services d'un interprète là, si jamais le français ou l'anglais, ce n'est pas votre langue maternelle. Aussi, un autre petit truc, ça serait de garder tous vos documents d'oncologie à la même place dans un cartable. Votre cartable cancer des ovaires, comme ça évite un peu de s'éparpiller. Fait que tous vos rendez-vous sont à la même place, tous vos documents remis, tous au même endroit. Apportez votre agenda, apportez votre calendrier électronique là, pour noter vos rendez-vous et les suivis. Puis c'est important aussi de prendre le temps après le rendez-vous pour se regrouper, de reprendre le temps de rediscuter là, avec la personne qui vous accompagnait ou de vous recentrer sur vous-même puis vraiment là, de voir si vous avez bien compris tout ce qui s'est passé au rendez-vous. Maintenant, les outils. C'est le temps, là, je vous donne des outils dans votre coffre à outils. Puis des ressources utiles là, pour naviguer dans le système de la santé, mais des ressources que vous pouvez avoir en votre possession. Donc, premièrement, le passeport oncologique. Si vous n'en avez pas déjà un, il est possible de le télécharger là, sur le site du gouvernement. Je l'ai mis le lien web à la fin de ma présentation. C'est vraiment votre carte de visite. C'est le même à travers la province. Utilisez-le des fois pour peut-être tout regrouper vos informations importantes, vos rendez-vous, vos suivis, les coordonnées de vos intervenants principaux, votre infirmière pivot. Puis il y a aussi une section à la fin que j'aime beaucoup en auto-soin qui peut vous redonner confiance dans la gestion de vos symptômes. Il y a vraiment une section qui décrit les principaux symptômes, puis vraiment quand que j'avise et quand que je vais à l'urgence. C'est encore quelque chose pour vous redonner un petit peu de contrôle. Ensuite, le fameux 811. Bon, non, le but du 811, aujourd'hui, je démystifie ça. Le but, c'est pas de vous envoyer à l'urgence. C'est un service qui est confidentiel, gratuit, à l'année longue, pour vous, pour vos proches, autant pour les besoins psychosociaux aussi.
C'est des personnes, des infirmières souvent qui sont formées en triage. Ils ont des algorithmes de soins. Ça permet de vous orienter vers les bonnes places, que ce soit votre pharmacien, votre pivot, une clinique sans rendez-vous. Puis parfois, oui, des fois, c'est l'urgence. Moi, je dis toujours à mes patientes que s'il y a quelqu'un qui est formé en triage téléphonique, vous dit d'aller à l'urgence, j'aurais peut-être tendance à l'écouter. C'est sûr que, par exemple, c'est pour des services non urgents. Si c'est une urgence, attendez pas la ligne au 811, allez à l'urgence. Ensuite, la pharmacie communautaire, dans le fond, où vous allez chercher vos médicaments. Jamais oublier que vous avez accès à un pharmacien. Ils ne sont peut-être pas spécialisés en oncologie ou en cancer des ovaires, mais ils peuvent gérer certains effets secondaires comme des nausées, de la constipation. Regardez aussi là, vos médicaments, s'il y a des interactions, puis aussi, il peut communiquer avec votre équipe de soins là, au besoin. Fait que nous, en tout cas, dans notre pratique, c'est un précieux atout. Ensuite, jamais oublier que vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres femmes qui ont vécu la même chose que vous, qui peuvent vous aider à passer au travers, qui ont navigué, elles aussi, dans le système de la santé. Ça permet de nous avoir un support. Les patients partenaires, nous, à Maisonneuve-Rosemont, on a un nouveau bureau d'espace partenaire en cancérologie. Moi, je vous suggère de vous informer si vous avez des ressources similaires dans vos centres. Parce qu'ils peuvent vous apporter un soutien que malheureusement, des fois, l'équipe de santé, on ne peut peut-être pas parce qu'eux, ils ont vécu quand même la même chose que vous. Si ça n'existe pas, il y a aussi sur le web certains groupes de soutien, là, des lignes d'écoute que vous pouvez faire affaire avec. Par contre, je veux juste revenir sur ma belle analogie là, des pommes rouges. Gardez en tête que oui, ces femmes-là ont vécu la même chose que vous, mais vous êtes toutes uniques. Avant de conclure, je veux juste vous parler brièvement de l'Internet parce que malheureusement, ça fait partie de nos vies. Dans le fond, le graphique, ça montre que les sources d'information de conseils de santé, oui, c'est quand même les professionnels, mais il y a quand même 44% du monde qui se fie juste sur l'Internet parce que veut pas, c'est accessible, c'est rapide, c'est parfois bien vulgarisé, mais ce n'est pas toutes les sources sur le web qui sont égales. Dans le fond, aller chercher sur le web, c'est une bonne chose. Ça permet parfois une meilleure adhérence au traitement, une meilleure compréhension de son parcours, être plus attentif à sa condition. Encore une fois, c'est une forme de reprise de pouvoir, d'empowerment. Ça améliore nos connaissances, puis ça permet aussi là, d'améliorer la qualité des échanges là, avec notre équipe de soins. Dans le fond, j'ai juste fait une petite liste très brève de sources là, que vous pouvez aller chercher des informations en ligne. Par exemple, il faut faire attention. Oui, j'ai mis les médias sociaux. S'il vous plaît, gardez toujours un esprit critique de ce que vous lisez sur Internet comme information, particulièrement avec les médias sociaux. C'est important aussi, un petit truc pour savoir si ce que je lis a une certaine fiabilité. Dans le fond, il faut que j'aille des sources valides, crédibles, fiables et surtout vérifiables. Dans le fond, le Health on the Net, c'est une organisation. Souvent, vous allez voir le petit code comme ça là, à la fin du site web. C'est vraiment un organisme qui va juger la qualité de la source d'information, puis pas nécessairement le contenu. Parce que ça oblige l'organisme à avoir une certaine transparence, surtout pour ses sources, sur son financement. Ça assure un certain respect de certains principes déontologiques. Donc, pour conclure, premièrement, merci d'avoir écouté la présentation. C'est sûr qu'il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, pour naviguer dans le système de la santé. C'est une machine, malheureusement, qui est très complexe. Puis vous êtes comme une patiente dans l'océan de la complexité du système de santé. Il y a pas... Fait que c'est important de savoir, c'est que votre dossier, c'est le dossier le plus important. Donc, c'est important de bien le suivre et de bien le talonner. Puis toujours se rappeler, est-ce que je suis réceptive pour aller à la quête d'informations? Quels sont mes obstacles? Puis si je vais dans une notion d'empowerment puis d'auto-soin, comment est-ce que je peux m'aider à me redonner le contrôle de la situation? Et toujours voir qui sont mes alliés, quels sont mes outils. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, j'ai pu mettre un peu plus d'outils dans votre coffre à outils. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions, des commentaires et des réflexions. Mais sinon, bonne journée.
Ben, merci beaucoup, Anne-Marie, pour la présentation.